Il n'est que 3 h du matin et je me réveille sur le sol londonien. Seulement, mon voyage en terre anglaise touche à sa fin et il est désormais temps pour moi d'aller à l'aéroport. Bon, et bien mon voyage en Angleterre touche à sa fin, il est désormais temps de quitter ce cher pays. Seulement 2 solutions s'offrent à moi. Soit de rentrer à la maison, ou alors continuer mes excursions. L'Irlande du Nord me plairait assez. En effet, le fait d'aller en terre nord-irlandaise me permettra de découvrir un environnement qui m'est inconnu, et ainsi d'y observer les monuments et ruelles gorgées d'histoire. Je fais notamment référence au conflit nord-irlandais du siècle dernier. Je suis enfin arrivé à Belfast. Il est actuellement 8h30 heure locale. La température extérieure est de 3 degrés Celsius et je vais séjourner ici durant 3 jours. Mais avant toute chose, je dois m'installer dans mon nouveau studio qui me permettra de me reposer lors de mon séjour. Étant extrêmement fatigué et ne voulant pas me précipiter dans cette ville sans y avoir préparé mon exploration,
je me dois de me poser et de planifier mes parcours que j'emprunterai lors de mes 2 prochains jours. Ce n'est pas pour autant que je dois me priver d'apprécier le visionnage d'un film, qui m'est coutumier, mais cette fois-ci, en version originale. Mon premier parcours consiste à descendre dans la ville en bus, puis de remonter par les quartiers de l'Ouest afin d'observer les fresques qui sont en lien avec l'histoire de la ville, ainsi que les liens géopolitiques des autres pays. Ce parcours me permettra de découvrir le City Hall, The Big Fish, ainsi que le Conway Mill par la même occasion. Ok, donc là je suis à l'arrêt de bus, il est à 500 mètres de là où je loge et je vais pouvoir prendre le bus pour aller dans le centre-ville de Belfast afin d'observer la ville une bonne partie de la journée. Donc normalement on ne devrait plus trop tarder. Ah, Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, d'une superficie de presque 115 km², puis d'une population d'environ 280 200 habitants, la capitale possède une densité d'environ 2900 habitants par km². Les langues officielles étant l'anglais et l'irlandais, Belfast est aussi une ville qui est en décalage d'1 heure avec la France, puis composée d'une monnaie en livres sterling. J'arrive dès à présent devant le monument The Big Fish.
C'est d'ailleurs une sculpture en mosaïque imprimée, en céramique, de John Kenneth. Un artiste irlandais renommé, travaillant dans divers médias qui opposent souvent la matière, soit à des images et références de manière inhabituelle et humoristique. The Big Fish, mesurant près de 10 mètres de long, a été construit en 1999 et installé sur le quai Donegal, non loin d'où je suis. Au sein de mon quotidien, j'évolue dans une société où il faut être le meilleur, se battre en vain afin d'accéder à la place des responsabilités et du management. Pour beaucoup, avoir cette place serait synonyme de vertu. Pour d'autres, un statut méprisé et non conforme à l'humanisme. Seulement, pour atteindre cette place, et selon l'état actuel de notre société, la vision économique devrait faire partie de nos priorités. Cependant, ayant l'opportunité d'avoir vécu jusqu'à ce jour dans une société où je me suis senti libre de penser, de croire et de parler, j'ai pu me construire parmi la richesse que j'exhumais de mon environnement. Ainsi, c'est une aubaine de mettre en pratique ma capacité d'analyse, d'explorer ce qui m'entoure et d'avoir des facilités à exploiter mes observations. Étant assez ambitieux, j'ai déjà souhaité me diriger vers ces places. Mais après mûre réflexion, à quoi bon de faire honneur à une telle cupidité uniquement pour combler son besoin de reconnaissance? Quelle est l'utilité de sélectionner les individus selon leur diplôme, tandis que selon ma vision de la réalité, l'homme vaut bien plus que ça? Pourquoi ne pas s'attarder sur les détails de la vie, ainsi que d'accentuer cette biochimie positive que vous pouvez avoir en vous, au lieu de constamment se comparer à autrui, et de se rabaisser aux yeux des êtres, étant selon vous plus compétents. En vagabondant dans la capitale, je découvre l'incroyable architecture de l'hôtel de ville, City Hall. Ayant été construit en 1898 sous le commandement de la reine Victoria, suite à son souhait de récompenser la ville pour sa production dynamique de cordes et l'essor de son ingénierie, le City Hall fut dessiné par l'architecte Sir Alfred Bromwell Thomas et fut baptisé sous sa supervision la plus stricte. Avec un chantier étant parmi ceux des plus considérables pour cette époque, ce projet avait un coût de construction estimé à plus de 369 000 livres sterling. La présence d'un musée est d'ailleurs observable à l'intérieur de cet édifice. C'est donc avec grand plaisir que je découvre les œuvres qu'il conserve.
Quand bien même vous ignorez la présence de ce monument, le City Hall est quasiment impossible à manquer, suite à son architecture assez imposante et dotée d'un style victorien et néo-baroque, avec une étendue de plus d'1,5 hectare au cœur du centre-ville. Il ne peut qu'attirer votre attention. Composé d'une cour fermée, ce monument possède également un dôme central de cuivre, ce qui lui donne son côté unique. Les murs, quant à eux, étant constitués de pierre de Portland, soutiennent l'imposante structure. Doté également de l'espace vert autour du site, le City Hall permet à de nombreux étudiants ainsi qu'employés de venir pique-niquer sur la pelouse verdoyante. Enfin, plusieurs statues jalonnent le parc, faisant référence au naufrage du Titanic ayant été fabriqué dans cette charmante ville. Je continue ma marche au bord du centre commercial Victoria Square. Non pas pour y dépenser mon argent, mais plutôt afin de prendre un peu plus de hauteur. Ceci me permettra d'observer la ville sous un autre angle de vue. Et ainsi, y admirer son architecture et les collines qui jalonnent la périphérie de ce lieu unique. En poursuivant ma marche en direction de mon logement, je n'hésite pas à prendre en compte les chaque recoins des rues qui se dessinent sur mon chemin et de m'arrêter puis d'apprécier les détails qui me paraissent essentiels, comme les personnes pique-niquant sur les pelouses publiques, certains prenant une petite boisson chaude sur une petite terrasse ou encore ces nombreux musiciens qui jouent pour quelques pièces ainsi que par plaisir. Au-delà du centre-ville, je continue ma route en découvrant quelques fresques dissimulées entre quelques ruelles. Et c'est avec grande admiration que je fis arrêt pour y admirer les détails de ces peintures, ainsi que les symboles qu'ils représentent.
notamment la peinture murale irlandaise, étant une fresque nationaliste soutenant les enseignements de la langue irlandaise. Le mural nationalisme irlandais dédié à la mémoire des activistes républicains locaux ayant consacré leur vie à la cause de la liberté irlandaise. La fresque de football gaélique, représentant la culture des sports née en Irlande avec Liam McCarthy, membre des volontaires irlandais, né à Londres, qui a persuadé les hommes d'éviter la conspiration de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. La peinture murale pop art, une fresque colorée représentant tous les strikers de la fin dans les années 80. Ou encore la peinture en hommage à Bobby Sant. C'est assez incroyable d'ailleurs, le nombre de fresques dissimulées dans cette ville. Après plusieurs heures de marche, et en étant non loin de mon logement, je m'accorde une petite balade dans un parc de la ville, afin de mieux me ressourcer parmi la végétation et les écureuils bien entendu. C'est d'ailleurs avec satisfaction que j'observe l'existence de ce parc, permettant ainsi à la ville de conserver un peu d'espace vert pour le bonheur de ses habitants.
Certains d'entre vous se souviennent sûrement du 10 avril 1998, où le Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair, et le chef du gouvernement irlandais, Bertie Ahern, se serrent la main afin de mettre fin au conflit qui remonte à près de 1000 ans. Celui qui oppose les Irlandais aux Anglais. Au XIIe siècle, le territoire sur lequel je me situe ne s'appelle pas encore l'Irlande. Il n'y a pas grand monde mis à part quelques hommes qui se battent afin de faire leur loi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1169, un groupe irlandais fit appel à l'Angleterre afin de leur venir en aide. Bien entendu, l'Angleterre accepte et en profite pour envahir le pays. L'Angleterre éprouve peu d'intérêt au pays, mais le désigne quand même comme un territoire appartenant au royaume. Au XVIe siècle, le protestantisme voit le jour, ce qui engendre des conflits en Europe. Il y a les partisans du pape, communément nommés les catholiques, et de l'autre côté, les protestants qui sont eux contre le pape. Les Anglais deviennent protestants, tandis que les Irlandais restent catholiques. Seulement l'Angleterre s'inquiète, et a peur que les Irlandais fassent alliance avec les autres pays voisins catholiques de l'Europe, à savoir l'Espagne, puis la France. Cela pourrait engendrer une grosse menace si les différentes armées françaises et espagnoles venaient s'installer sur le sol irlandais. Pour ne pallier à cela, les Anglais envahissent pour de bon l'Irlande, notamment la partie nord-est de l'Irlande, et y colonisent des terres afin d'imposer un régime très strict, au point où les Irlandais catholiques de l'époque n'ont plus leur mot à dire. De 1845 à 1852, une terrible famine frappe le pays, et près d'1 million d'Irlandais meurent de faim, tandis qu'un autre million quitte le pays. Pratiquement un quart de la population disparaît, et les Anglais refusent de leur venir en aide. Pourtant, à cette époque, l'Angleterre est l'une des puissances les plus riches du monde, mais refuse tout de même de leur venir en aide, sous prétexte qu'elle ne veut pas en faire un pays dit assisté. En 1916, les Anglais se battent dans la Première Guerre mondiale. Les Irlandais, quant à eux, en profitent pour lancer ce que l'on nomme l'insurrection de Pâques. Une tentative de mettre en place une république, mais les Anglais répliquent et bombardent Dublin. 450 morts. Suite à cet événement, les Irlandais se battent en vain, afin d'obtenir ce qu'ils souhaitent. 3 ans plus tard, c'est la guerre. Les indépendantistes irlandais effectuent des attaques surprises, ainsi que des assassinats ciblés. Les Anglais se sentent dépassés. C'est pourquoi en 1921, un traité voit le jour. Ce dernier divise l'Irlande en deux. Le sud de l'île, à majorité catholique, devient un État libre d'Irlande, tandis que la partie nord-est de l'île, sur laquelle je me situe aujourd'hui, divisée entre quartier catholique et quartier protestant, reste rattachée au Royaume-Uni. Au sud, la guerre est finie. Cependant, au nord, elle ne fait que commencer. Elle oppose les nationalistes irlandais catholiques, qui veulent réunifier le sud et le nord de l'Irlande afin d'en faire un État libre, contre ceux que l'on appelle les loyalistes, qui sont protestants, donc ces derniers veulent conserver leur attachement de l'Irlande du Nord au reste du Royaume-Uni. Durant cette époque, les catholiques ont la vie dure. Comme par exemple jusqu'en 1969, où il existe un système de vote plural qui permet aux plus riches de voter plusieurs fois. Mais à cette époque, les riches sont majoritairement protestants. Ainsi, ce statut leur permet d'obtenir plus d'aide sociale, tandis que dans les quartiers catholiques, ce n'est pas le cas. En 1960, les catholiques mènent des manifestations pacifiques contre ces inégalités. Face à eux, des policiers armés ainsi que des protestants les attaquent, à coups de pierre et de matraque. La guerre entre catholiques et protestants commence. Des groupes paramilitaires protestants voient le jour, et de l'autre côté, les catholiques s'organisent autour d'un parti politique et une organisation paramilitaire qui lui est rattachée à l'IRA, l'armée républicaine d'Irlande. Ces organisations prennent de l'ampleur, et les Irlandais catholiques souhaitent chasser les protestants du pays. Ainsi, le groupe paramilitaire nommé l'IRA provisoire réalise des meurtres
et des attentats à la bombe dans les quartiers protestants de Belfast. Les soldats de l'armée anglaise viennent se battre dans cette guerre civile afin de rétablir l'ordre de façon radicale, comme par exemple le dimanche 30 janvier 1972, lors d'une manifestation de catholiques, où des soldats britanniques tirent sur la foule. Nous avons appelé cela le dimanche sanglant du Bloody Sunday, qui a donné la chanson de U2. Aujourd'hui encore, des tensions subsistent. Ainsi, il existe encore des barrières comme celles qui séparent les quartiers catholiques aux quartiers protestants. Il est désormais temps de me reposer, afin d'entamer mon second parcours demain matin. Ayant acheté un petit calendrier la veille, qui me permettra de décorer mon studio une fois rentré en France, j'ai pu observer sur ce dernier certains lieux destinés aux touristes, que j'aimerais bien visiter durant mon séjour. C'est pourquoi je me suis tracé un parcours grâce auquel je pourrais observer les monuments que je souhaite découvrir. Mais avant toute chose, je dois m'acheter des tickets de bus afin de retourner au centre-ville, qui sera le point de départ de cette seconde exploration. Je tente ainsi de photographier les monuments, édifices et détails uniques de cette ville, me permettant d'enrichir mes connaissances suite à l'analyse de cette dernière. Je suis d'ailleurs relativement impressionné d'observer ces nombreuses fresques qui tapissent les murs de la capitale. L'architecture de la cathédrale Sainte-Anne est assez stupéfiante. Installée sur Donegal Street, en plein centre de Belfast, un bâtiment ayant été agrandi de nombreuses fois, ainsi qu'amélioré tout au long des siècles. Elle fut d'ailleurs dotée d'une flèche de 40 mètres de haut en avril 2007.
Désormais, je me dirige vers le musée destiné à l'histoire du Titanic, le fameux paquebot transatlantique britannique ayant fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg. Belfast étant bâti au bord de la côte, je suis agréablement surpris que le bateau du Titanic fût construit en Irlande du Nord. Pour autant, je ne pense pas visiter le musée suite au tarif d'entrée relativement élevé, et je souhaite tout de même garder de l'argent et le temps qu'il me reste afin d'observer ce que je juge important durant ce séjour. Il est désormais temps que j'aille voir ce qu'il se passe de l'autre côté de la ville, dans les quartiers de l'Est. Étant fasciné par l'histoire, comme vous avez pu le constater à travers mes expéditions, puis ayant une profonde admiration pour le film 71 avec l'acteur Jack O'Connell qui raconte l'histoire d'un soldat britannique perdu à Belfast durant le conflit nord-irlandais, ainsi je me dois d'aller observer les quartiers catholiques et protestants qui autrefois rimaient avec conflit, comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant. Après avoir traversé un grand réseau routier, puis quelques zones industrielles, je marche désormais le long d'une route séparant anciens quartiers catholiques et anciennes propriétés protestantes. Arrivé à l'entrée d'un ancien quartier catholique, toujours encerclé par d'immenses murs près de 7 mètres de haut, je cède à ma curiosité afin d'y aller jeter un œil. C'est un lotissement peu désirable qui se dessine sous mes yeux. En observant le manque crucial de verdure, un beau tableau certes, mais pas un environnement satisfaisant pour y vivre selon moi. Cependant, il est vrai que c'est une beauté sans équivoque d'observer une multitude de maisons jumelles délicatement bâties et méticuleusement ordonnées. L'heure tourne et le soleil va bientôt se coucher. Il est désormais temps de retourner au studio afin de reprendre l'avion demain matin. D'ailleurs, je profiterai du peu de temps qu'il me reste pour faire le point sur mon séjour en terre nord-irlandaise. Ainsi s'achève mon voyage en terre nord-irlandaise. Donc je suis très content de ce voyage. C'est une expérience qui m'a permis de bien me ressourcer, comme tous les autres voyages bien sûr, mais à la différence c'est que celui-ci, étant donné que c'est une ville qui est située au nord de l'Irlande, le climat était assez froid, hein, froid et humide quand je le compare à celui d'où je viens, hein, qui est la France. Et ça m'a rappelé étrangement le climat que j'avais connu quand je suis parti en Finlande, qui était mon premier grand voyage.
Donc voilà, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Donc bien entendu, je suis resté à Belfast même. Je ne suis pas allé sur la périphérie de la ville. D'une part, puisque de l'autre côté, c'est-à-dire du côté est, si je ne me trompe pas, ça commence à faire loin du lieu où je loge, même si je prends des bus, tout ça. Je ne me voyais pas prendre ce risque. Et puis aussi puisque de l'autre côté, du coup, plus du côté nord-ouest, eh bien, il y a des montagnes. Donc j'ai essayé de vous les filmer. C'est vrai que j'ai beaucoup filmé ces jours-ci pour vous montrer un peu le visage de Belfast. Donc comme je viens de vous le dire, je suis pas du tout mécontent de cette expérience. Belfast est selon moi une ville, une petite ville, voire une ville moyenne. Seulement, elle est assez compactée puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Hein. C'est ça que j'ai bien aimé dans cette ville. Donc, ma première journée d'excursion, en fait, j'ai pris le bus et je suis allé vraiment dans le centre-ville même. Et du centre-ville, je suis remonté en fait à l'appartement dans lequel je loge, étant donné que je suis à l'extérieur du centre-ville. Ça m'a permis de voir un peu tous les décors, tous les petits quartiers sympas qu'on pouvait voir à Belfast. Sinon, ce qui est de la journée d'aujourd'hui, eh bien, je me suis plus attardé sur des endroits, disons, touristiques. Des monuments ou des grandes places. J'ai récupéré un petit flyer sur lequel étaient inscrits les endroits à voir, les 12 endroits à voir. Donc malheureusement je n'ai pas pu tous les faire. J'ai choisi vraiment un peu ceux que je jugeais nécessaires à vous montrer. D'ailleurs, en recherchant le Titanic Mural qui faisait partie d'un lieu touristique dont je souhaitais voir, je suis tombé par hasard dans un quartier, dans les quartiers catholiques, c'est-à-dire des quartiers qui sont séparés par des grands murs, des murs assez hauts d'ailleurs. Bon, heureusement, il ne m'est rien arrivé, seulement c'était assez tendu puisque apparemment, parce que j'ai pu échanger avec certaines personnes, après m'être infiltré en quelque sorte dans ces quartiers, apparemment ce sont des quartiers qui sont à éviter étant donné que les personnes n'apprécient pas trop les touristes. Alors bien entendu, vu qu'il y a des anciennes histoires, hein, comme je vous ai raconté auparavant, entre les catholiques et les protestants, on voit bien encore qu'il y a des quartiers un peu pour les catholiques et séparés par une route, puisque de l'autre côté il y a les quartiers des protestants. Bon, et bien demain je prends l'avion, donc je vais pouvoir retrouver mon quotidien et puis échanger cette expérience avec mon entourage, donc je vais pas tarder à aller me coucher. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so short, I can't explain.
There we go. Okay. Thank you. Good luck. Bye. Bye now. Cela fait maintenant 8 jours que j'ai quitté mon nid, mon quotidien commence à m'appeler, il est désormais temps de rentrer à la maison. Pourtant, le fait d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Irlande me questionne. Alors, allons, hein, Dublin.